Réseau Popcast, une idée, 4 réseaux. Des invités qui partagent des moments de vie et des expériences pour doper l'immunité positive. Bienvenue Eric. Merci Anne, très content d'être là et merci de me donner l'occasion de parler de ce magnifique sujet. Alors le mensonge et la vérité sont de vrais sujets de philosophie. Eric, vas-tu nous mettre d'accord sur une réponse claire sur ce sujet? Mais avant, j'ai une question qui est d'ailleurs la question la plus importante de cette émission. C'est Eric, es-tu popcorn sucré ou salé et surtout pourquoi? C'est une question qu'on m'a posée souvent à travers mes conférences et qu'on continue à me poser d'ailleurs parce que la vérité se cache derrière un pieux mensonge là-dessus. Hein. Parce que ceux qui pensent que les pop-corns salés sont meilleurs que les pop-corns sucrés ont du mal à en parler. Ah ouais, donc, oui, non, c'est vrai, c'est une... Alors, pour ma part, ce que je dis tout le temps dans ces circonstances, c'est que c'est ni l'un ni l'autre. Avec mon fils, dans une autre vie, à l'époque où on avait le droit d'aller au cinéma, en fait, on aimait bien manger des petits bonbons au chocolat avec des petites noisettes dedans, tu sais. Donc, ni salé, ni sucré. Et c'est un peu là mon manque de courage de dévoiler ma préférence, en fait. Ah, d'accord. Donc, tu es ni sucré ni salé, mais tu es tout autant sucré que salé et surtout croustillant. Eh bien, sache qu'il y a une étude qui a été faite d'Ena Mininch, qui est médecin nutritionniste, et sache que maintenant, nous savons tous que tu es profondément déprimé, que tu ne reçois aucune joie de vivre, hein, parce que ça, c'est quand on mange du sucré. Et donc, toi, tu as la totale. Tu as le sucré et le salé, donc aucune joie de vivre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? C'est que donc, du coup, en mangeant, tu replonges pour retrouver de l'enthousiasme. Hein. Le croustillant, je suis désolée, quand on aime le croustillant, c'est qu'on est en colère, très fort, donc on mange du croustillant. Et donc, le salé, eh bien, c'est une grande inquiétude. Donc, voilà, Eric, bienvenue. C'est quoi cette étude? C'est juste, j'ai toujours été en colère toute ma vie. Donc, c'est vraiment profond. Bravo pour cette étude. C'est ça, tu n'as rien pour plaire, Eric. Parce que tu es déprimé, aucune joie de vivre. Voilà. Donc, je suis désolée. Merci de m'avoir invité, Anne. Ça fait plaisir. En même temps, je suis le premier, je dois essuyer les plâtres. Hein, donc, on verra après. Tu vois, ça, j'ai un grand plaisir. Vous n'avez qu'à bien vous tenir, vous qui allez me suivre. C'est ça. Bon, écoute, on va quand même rentrer. Merci beaucoup d'avoir rejoué le jeu. Alors, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. Pourrais-tu me dire si un jour tu as menti et surtout, pourquoi as-tu dû mentir? Vous vous rendez compte que c'est difficile de parler de la vérité du mensonge? C'est compliqué. Alors, c'est quoi qui se cache derrière ce manque de confiance que génère l'idée même du mensonge? Alors, pour répondre à ta question, évidemment, moi, j'ai menti. J'ai menti pendant mon enfance pour éviter d'être frappé davantage. J'ai menti aussi à mes camarades de classe pour leur montrer une autre image que ce gamin qui pissait debout dans son pyjama face à une autorité parentale qui continue à l'humilier pour ne pas avoir été sage. Puis après, plus tard, j'ai embelli mon CV comme tout le monde pour récolter plus de suffrages, pour obtenir plus d'avantages. J'ai menti aussi dans le cadre de mon travail pour éviter certains naufrages. Et puis, j'ai menti en amour par manque de courage. Donc, ouais, j'ai menti en fait. Ce qu'il faudra qu'on comprenne à travers cet échange qu'on va avoir, c'est est-ce si grave en fait en vérité? Parce qu'on a une injonction depuis qu'on est tout petit, c'est ta interdiction de mentir. Tu ne dois pas mentir. Et ça, c'est une première contrainte qui, si tu veux, c'est OK de mentir pour moi dans certaines circonstances. Et on va voir qu'il y a plein de circonstances où on peut mentir. Par contre, ce qui va devenir un problème, c'est de s'interdire de mentir et c'est de ne pas s'autoriser à mentir dans d'autres circonstances. C'est de se mentir à soi-même en oubliant cette capacité que l'on a à mentir. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai envie de revenir sur le fait que quelque part, tu as dû te créer un mécanisme du mensonge pour te permettre, mais c'est te sauver toi, en tout cas de diminuer les coûts. Quel rapport il a avec le mensonge aujourd'hui en tant qu'adulte? En fait, on partage tous cette même histoire qui est liée au mensonge, qui est liée à cette injonction de tu ne dois pas mentir.
Tu sais, un gamin, à partir de l'âge de 3 ou 4 ans, il commence à comprendre que ses parents n'entendent pas tout, ne voient pas tout, et que ses parents ne sont pas capables de lire dans ses pensées. Avant, on ne fait pas la différence entre soi-même et son père ou sa mère. Oui. Donc, en fait, on va commencer à s'en amuser. On va commencer à tester ses parents. Donc, on va cacher des petites choses. On va jouer à cache-cache. On va commencer à faire des petits mensonges. Puis, petit à petit, on va se rendre compte que nos parents, ce sont pas Dieu le Père ou Dieu la Mère, et qu'en fait, ils sont pas capables de comprendre tout ce qui est à l'intérieur de nous. Donc, on va se construire comme ça. Puis, à partir de l'âge de 7 ans, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va arrêter de s'en amuser parce qu'on va être soumis à la contrainte de ces autorités parentales qui vont vouloir nous conformer à obéir. Ça devient la nécessité sociale. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tu ne dois pas mentir, tu dois me dire la vérité. Ok ? Tu dois être en gros transparent. Mais c'est une pure connerie, c'est une pure hérésie, parce que le mensonge, on voit bien que ça sert, on peut mentir par amour, on peut mentir pour se protéger ou pour ne pas inquiéter les autres. Mais si tu m'interdis de mentir, ce que je vais faire, c'est je vais créer des stratégies pour me faire croire que je ne mens pas. Et du coup, on devient, depuis notre enfance, on nous apprend à trouver ces stratégies qui sont de plus en plus puissantes pour nous cacher nos propres mensonges, ce qui fait qu'on va plus être capable de savoir quand est-ce qu'on se ment à soi-même et quand est-ce qu'on se dit la vérité. Donc effectivement, moi, ça a été renforcé par l'histoire que j'ai pu vivre dans mon enfance. Et puis après, ça se consolide. Tu arrives à te créer une réalité qui est différente. Donc, je me créais une réalité qui était différente. Quand je m'endormais, je vivais une vie différente de celle que je vivais à la maison. Tu te réfugies dans un monde qui est une autre réalité. Ça peut être une belle définition du mensonge. Moi, ce que j'entends quelque part, c'est que c'est aussi notre part de responsabilité de parents d'arriver à faire comprendre cette notion du mensonge, de la réalité, puisqu'au départ, on est dans un jeu de provocation avec nos parents. Aujourd'hui, comment toi, tu éduques ton enfant par rapport à cette notion de mensonge et de vérité? Ouais, j'essaie de faire au mieux, en fait, comme tous les parents, tu sais. Donc, je voudrais pas ici dire, voilà, comment vous devez faire. Ce qui m'intéresse, c'est que tu as dû développer le mensonge presque consciemment en étant jeune, que tu as vraiment cette connaissance, cette notion du mensonge, de la vérité. J'y tiens, toi, avec cette expérience-là, donc avec cette notion que pour toi, tu as développé assez tôt, cette notion du mensonge. Comment arrives-tu à éduquer ton enfant pour qu'il ait peut-être une notion différente que la tienne ou une notion plus ouverte sur le mensonge et la vérité? Évidemment, j'essaie de renforcer la communication avec lui. Donc, j'essaie de renforcer sa confiance qu'il a en lui-même et la confiance qu'il peut avoir avec ses parents dans sa manière de communiquer avec eux. Ça, c'est important de pouvoir créer ce lien-là. Et comment je fais ça? Parce que en plus, j'ai un gamin qui tient un peu de moi et de sa mère aussi, donc qui est assez discret sur ses émotions, qui a du mal à parler de ses émotions. Et tu sais, quand on a eu des éducations ou des injonctions où tu ne dois pas pleurer, t'es un mec, ou reste à ta place, ma fille. En fait, toutes les conneries qu'on a pu entendre dans notre éducation, ces injonctions qui nous ont éloignés de notre propre vérité, de notre propre authenticité, pour nous créer des personas qui sont différentes. Donc, le premier point, c'est d'éviter de faire en sorte que votre gamin crée ces personas qui sont pas ce qu'elles sont réellement. Et en même temps, quand on est enfant, on est en train de créer cette persona, on est en train de créer cette authenticité. Donc, l'idée, c'est de poser des questions qui sont hyper importantes. Par exemple, cette question que j'utilise souvent, c'est « qu'est-ce que tu ressens ?» Voilà. Ça, c'est une question qui est extrêmement puissante, que vous pouvez utiliser aussi dans le monde de l'entreprise. Si vous êtes manager, allez voir votre collaborateur, qu'est-ce que tu ressens? Et vous allez vous rendre compte que dans 80% des cas, les gens ne vous expriment pas ce qu'ils ressentent, mais vous parlent de choses qui sont concrètes. Ou vous expriment des choses qu'ils ont vécues. C'est-à-dire qu'on décrit des choses de l'extérieur et on a du mal à parler des choses de l'intérieur. Tout à fait. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, dans certaines écoles, malheureusement, ils ne le font que dans les petites classes, dans les très jeunes, ils parlent de météo intérieure. Donc, pas de qu'est-ce que tu ressens, mais plutôt leur apprendre, tiens, tu te sens comment, nuageux, orageux.
Donc, Ouais. Avec c'est des vrai petits sourires, avec des petits smileys, des émoticônes, etc. que C'est que les enfants arrivent à partager ce qu'ils ont à l'intérieur. Et Mais donc, tu sais, pour toi, on devrait continuer, même dans mais bien l'âge sûr. adulte. Mais Anne, tu peux même pas imaginer ce que j'appelle, moi, l'ignorance moderne d'aujourd'hui. C'est Ok. l'illettrisme émotionnel. Tu sais, pendant des années, en tout cas, comme moi j'étais jeune, je m'en souviens, et quand on allait faire l'armée, c'était ça aussi. En fait, on cherchait à détecter l'illettrisme. C'est-à-dire les gens qui ne savaient pas lire ou qui ne savaient pas écrire. Plus tard, quand j'ai commencé à travailler, j'avais des techniciens dans mes équipes. Enfin, j'en avais un en tout cas. Je l'ai su plusieurs années plus tard, qui savait ni lire ni écrire. Il s'arrangeait toujours pour faire écrire ses rapports par quelqu'un d'autre, etc. Mais t'imagines, dans la société moderne, aujourd'hui, quelqu'un qui est illettré, comment il va être dévalorisé dans son estime de lui, dans sa capacité à réussir et à évoluer, parce qu'il ne sait ni lire ni écrire. Eh bien, dans la société aujourd'hui, moderne, ce que j'appelle l'ignorance moderne, c'est qu'un enfant, naturellement, il va commencer à savoir exprimer ses émotions. Tu sais, on a tous des gamins qui, à un moment donné, pleurent, puis dans la seconde d'après, vont commencer à rigoler, puis la seconde suivante, vont se mettre en colère. Eh bien, en fait, on leur apprend dans notre éducation, et pas que les parents, hein, la société, etc., on leur apprend à ne plus ressentir, à ne plus exprimer leurs émotions. C'est-à-dire que l'illettrisme émotionnel, donc sa capacité à pas exprimer ses émotions, c'est pas quelque chose qu'on doit apprendre. C'est-à-dire écouter ses émotions, c'est pas quelque chose qu'on doit apprendre, c'est quelque chose qu'on nous a désappris. Tu vois ce que je veux dire? C'est une incompétence apprise, l'illettrisme émotionnel. Et on doit faire ce travail de rééducation, d'encouragement dans l'éducation, c'est-à-dire continuer à exprimer tes émotions. Et puis, pour les adultes que nous sommes, pour le monde de l'entreprise, continuer à lutter contre cet illettrisme émotionnel et à former les gens sur l'utilisation des émotions. Parce que si tu ne sais pas utiliser tes émotions, si tu n'as pas conscience de tes émotions, d'autres utiliseront tes émotions pour te manipuler ou pour t'orienter, pour te faire prendre des décisions que tu n'as pas forcément envie de prendre. Et évidemment, c'est un mensonge à toi-même. Donc, on pourrait dire que le mensonge, en fait, est-ce qu'il ne prendrait pas naissance dans le fait que l'on ne connaît pas ses émotions, qu'on ne se connecte pas à elles, et comme c'est éparpillé ou comme on ne nous a pas autorisé à nous exprimer émotionnellement, eh bien, on se crée un mensonge, ou des mensonges? Oui, c'est exactement ça. Imagine qu'hier, tu es allé faire un squash avec une copine. Okay. Pendant ce squash, en fait, tu vas te luxer légèrement l'épaule, tu fais un coup droit qui est un peu fort et tu te fais mal à l'épaule. Okay. Aujourd'hui, tu arrives dans ta boîte et puis tu croises un collègue qui vient te faire la bise. Alors évidemment, on peut plus se faire la bise en ce moment, mais imaginons d'un contexte qui soit hors Covid. Il te vient de faire la bise, il te pose la main sur l'épaule, exactement à l'endroit où tu avais mal. Comment tu vas réagir? Tu vas le repousser, tu vas faire une grimace, un geste un peu de dégoût, et l'autre, il va pas comprendre ce qui est en train de se passer. Sans le faire exprès, avec beaucoup de bienveillance, il a mis le doigt, en l'occurrence, il a mis la main sur une zone sensible, sur une blessure que tu avais, qui ne se voyait pas à l'extérieur. Ne pas travailler ses émotions, c'est exactement ça, c'est une blessure intérieure, dont peut-être tu n'as même pas conscience parce que tu avais oublié que tu t'étais blessé la veille ou que tu t'étais blessé il y a des années avec cette fêlure. Et puis un jour, quelqu'un vient mettre la main dessus, alors qu'il est là pour toi, qu'il est là avec beaucoup de bienveillance, et tu vas avoir une réaction, tu vas être dans la réaction que tu ne vas pas contrôler et tu ne vas pas comprendre d'où vient cette réaction. Okay? C'est exactement ce qui se passe avec l'illettrisme émotionnel. Notre vie est dominée par des réactions. Okay? On parle tout le temps de l'instant présent. Mais quelqu'un qui est dans l'illettrisme émotionnel, il est dans l'instant présent. Sauf qu'il est tout le temps en réaction au lieu d'être dans l'action. Et comprendre ces émotions, ça nous permet d'être dans l'action de ce qui est important pour nous, dans l'action de nos besoins, dans l'action de ce qui va nous faire grandir et nous élever, plutôt que d'être dans la réaction de quelque chose qui va nous diminuer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Quand quelqu'un te met en colère, tu peux, si tu n'as pas conscience de cette colère, t'énerver contre lui et dire des choses que tu vas regretter. Tu es en réaction. Tu es en train de détruire la relation avec lui. Que si tu as conscience de tes émotions, tu vas comprendre ce qui est en train de se jouer en toi et tu vas préserver la relation et tu vas agir dans le sens de cette relation. Donc, en fait, c'est un peu, et ça, je vais reprendre tes mots quand tu es en conférence ou en vidéo. On décharge, c'est plutôt ces poubelles émotionnelles intérieures. de l'autre. D'où, comme on décharge ces poubelles,
si on prend cette symbolique de poubelle, ben, c'est pas vraiment très, très, très heureux, très positif. Et donc, on va plutôt décharger, si on reste dans le thème du mensonge, et donc on dévale peut-être un mensonge, son ressenti, qui n'a peut-être rien à voir avec la personne en face. Exactement. Ce que j'appelle les poubelles intérieures. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est toutes les choses que tu n'as pas réglées, c'est toutes les choses que tu as accumulées, c'est toutes les émotions que tu as somatisées, ok? Et ce qui ne s'exprime pas par des mots MOTS s'imprime par des mots et deviennent des poubelles intérieures, en fait, des mots MAUX. Si je comprends bien, si je fais bien un petit résumé, il serait vraiment très, très important que nous, en tant que parents, et que nous, avant peut-être d'être parents, c'est d'avoir une connaissance de notre intelligence émotionnelle, parce qu'on l'appelle aussi maintenant, on dit que c'est une intelligence, donc de connaître ses émotions, pour que le mensonge ne soit peut-être plus aussi vindicatif, des fois aussi meurtrier, parce qu'il peut être meurtrier dans le sens, on peut se détruire soi-même. Est-ce que c'est bien ça? Une connaissance émotionnelle est très importante en début. Oui, c'est une des actions qui permet effectivement de permettre à nos enfants de grandir et de s'élever. Voilà. Mais le mensonge aussi, des fois, est-ce qu'il ne sert pas à évacuer, puisqu'on reste toujours dans l'émotionnel, son stress, son incapacité à comprendre où on est? Est-ce qu'on se rend compte des fois que l'on ment quand on déverse comme ça des choses? Que des fois, on peut être convaincu de quelque chose alors qu'on se ment à soi-même. Exactement. Et comment... Mais oui, bien sûr. En fait, on ne veut pas se mentir, on ne veut pas accepter le mensonge. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas mentir, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Comme on ne doit pas désobéir. Et moi, ce dont j'invite, en fait, la compétence qui nous permet d'accepter le mensonge et certaines formes de mensonge, pour ne pas vivre ce drame et être en conscience de ce que l'on vit, c'est une compétence que je voudrais qu'on réhabilite. Et je prône dans mes interventions pour réhabiliter cette compétence, qui s'appelle la désobéissance consciente. OK? Et que j'oppose à l'obéissance inconsciente. Et quand on se ment à soi-même, c'est de l'obéissance inconsciente. C'est j'obéis à certaines formes d'éducation que j'ai pu recevoir, certains mensonges que je me suis construit, que j'ai empilés pendant toute ma vie et qui font que je vis à côté de ma propre vérité, à côté de ma propre authenticité. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais comment toi as-tu fait? Parce que est-ce que tu étais conscient au moment où tu as menti jeune pour sauver tes fesses quelque part? Comment as-tu fait pour arriver à être conscient, parce que ça devait créer ton histoire, ce mensonge, ça permet peut-être ta bulle, mais comment as-tu fait pour arriver à ce que, comme tu viens de nous dire, être dans la désobéissance conscience, comment as-tu fait pour activer, en fait, se désactiver peut-être ce mensonge? Comment les gens peuvent le faire? Quels tips as-tu? Quels trucs peux-tu nous partager? D'abord, il faut comprendre que pour moi, ça arrivait très tard dans ma vie. C'est-à-dire que j'avais accumulé tellement de choses, tellement de rancœur, tellement de colère, parce que, tu sais, faut bien comprendre cette situation. Certains peut-être l'ont vécu, ils me comprendront facilement, mais les coups, tu les acceptes. L'humiliation, en fait, tu t'accoutumes à tout. Par contre, tu vis dans une rancœur, dans une colère, parce que tu n'arrives pas, j'étais le grand frère, tu n'arrives pas à protéger ton petit frère et tu n'arrives pas à protéger ta mère. C'est ça. Et ça, c'est compliqué à vivre. Donc, tu vis aussi dans cette culpabilisation, la culpabilisation que toutes les victimes peuvent connaître. Et puis est arrivé un jour dans ma grande adolescence où j'ai refusé d'être frappé. Et c'était un moment qui a été révélateur, où la colère a explosé en moi et je suis devenu un être dangereux à ce moment-là. C'est-à-dire que, je vais passer les détails, mais quand ma mère rentre et qu'elle voit qu'on est en confrontation avec cette autorité parentale, ma mère a crié « Arrête, arrête !» Et au départ, je pense qu'elle parle à cette autorité parentale qui voulait me frapper et dont moi, j'avais juste arrêté le poignet. Et quand je la regarde, je m'aperçois qu'elle me parle à moi. Et ce jour-là, en fait, la domination que je subissais s'est transformée en colère. Et cette colère s'est transformée en puissance. Et la peur, elle a changé de camp. Sauf que, donc c'est ce qui m'a permis de prendre confiance en moi, c'était de faire éructer cette colère. La colère nous réveille. La colère nous réveille. C'est la révolte d'un peuple qui est en colère. C'est que cette colère permet, et c'est l'important, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'émotion négative. C'est pour ça que la colère, elle a son rôle à jouer. Elle a son rôle à jouer dans l'instant présent. Sauf que moi, cette colère, je l'ai incorporée de manière inconsciente dans mon illettrisme émotionnel comme la seule façon d'obtenir de la puissance. Ce qui fait que toute ma vie,
professionnel derrière, j'avais comme unique lame de fond émotionnelle la colère. Parce que c'est celle qui me permettait, d'opportunité de complaisance en opportunité de complaisance, d'avoir un job toujours plus important, des équipes toujours plus grandes à manager, une voiture de fonction toujours plus belle, des avantages toujours plus beaux, etc. Puis Okay. c'est celle que tu avais vue aussi, toi, dès ton enfance, que la colère… Oui, c'est la colère. Mais tu sais, quelque chose que je voudrais que nos auditeurs comprennent. Oui. La colère est une émotion. C'est une émotion qui ex moere, donc qui fait bouger une énergie vers l'extérieur. Mais quand on incorpore que la colère, on est incapable de vivre les autres formes d'émotions. C'est-à-dire que quand tu es dans la colère, tu peux pas ressortir de tristesse. Okay. Quelqu'un qui est en colère peut pas être triste. Et je te donne pour exemple, j'ai perdu un frère à 20 ans. Quand j'ai perdu ce frère à son enterrement, j'étais pas triste, j'étais en colère de cet événement. Okay. Quand tu n'es capable d'exprimer que la colère, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on peut reconnaître aussi que des gens ont une colère en eux qui n'expriment pas, c'est parce que tu n'es jamais dans la joie et tu n'es jamais dans la gratitude. Parce que quelqu'un qui est en colère et qui a cette colère en lame de fond ne sourira jamais, ne rigolera jamais, ou alors quand il est bourré. C'était mon cas, c'est-à-dire que j'aimais faire la fête et je rigolais quand je faisais la fête. Mais en dehors de ça, j'étais jamais dans la gratitude. Quand il y avait quelque chose qui se passait de bien dans ma vie, ou si on arrivait à accomplir un objectif professionnel, j'étais toujours dans le coup suivant. What's next? Ok? Et tu te poses jamais. Et tu es toujours dans le coup d'après, dans le coup suivant, et tu n'es jamais dans la gratitude. Donc, cette colère, elle a un rôle à jouer, elle est importante. Par contre, quand on la somatise, elle nous fait, ça devient un mensonge qui nous fait vivre à côté de ce qui est important pour nous, c'est-à-dire notre propre bonheur. C'est ça. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, le mensonge est montré du doigt. Mais toi, dans ta situation, il n'aurait pas dû être montré du doigt. Il aurait dû être plutôt compris. Alors, pourquoi le mensonge est montré du doigt et pourquoi on ne prend pas le temps de comprendre pourquoi il y a eu du mensonge, que ce soit l'autre ou que ce soit notre propre mensonge? C'est une question, alors là, on rentre dans le domaine philosophique, même religieux, dépendamment des types de religion, la notion à la vérité, la notion au mensonge. Moi, j'ai une supposition qui n'est que la mienne et que je peux vous partager. Bien sûr. L'homme est un animal social, en fait. Il a besoin de la relation à l'autre et il a des valeurs qui sont fondamentales. Dont, dans les valeurs fondamentales, le fait de prendre soin aux autres, les questions d'autorité qui sont importantes dans une communauté sociale pour qu'il y ait un leader, pour qu'il y ait un chef. Il y a les notions de justice, les notions de loyauté. Et en fait, pour construire la relation à deux ou à plusieurs, j'ai besoin d'avoir exercé un contrôle sur l'autre parce que c'est rassurant pour moi. Okay. Tout ce que je peux contrôler est rassurant. Ça, c'est un grand pilier de la confiance. Et l'acceptation du risque est quelque chose qui est compliqué. On le voit aussi dans cette crise sanitaire. C'est juste, qu'est-ce que je peux garder comme acceptation du risque? Donc, pour garder le contrôle sur les individus qui m'entourent, sur mon enfant, sur mon frère, sur mes parents, j'ai besoin de savoir ce qu'ils pensent. Donc, dans la rééducation, je vais leur demander de toujours dire la vérité. C'est-à-dire, donnez-moi le maximum de ce que vous pensez, parce que ça me permettra de mieux vous contrôler. Et c'est ce qui se passe après dans la société, et c'est peut-être aussi au niveau social, l'obéissance permet de contrôler les foules. L'obéissance permet de manipuler les foules. Et je pense que c'est pour ça, en fait, qu'on dit, en fait, on ne veut pas le mensonge, on ne veut pas que les choses soient cachées. Tout ce qui est caché, c'est quelque chose de dangereux. Ok ? Eh bien, moi, je pense qu'effectivement, mentir, ça peut être mal, j'ai pas de souci avec ça, mais qu'on doit autoriser et réhabiliter le mensonge. Le mensonge existe, nous nous mentons à nous-mêmes, parce que c'est cette conscience, en fait, de ce mensonge qui va me permettre l'apprentissage nécessaire à me développer, à m'éveiller et à progresser. Donc, on pourrait dire qu'il faut trouver un juste équilibre alors entre ce mensonge qui va nous éveiller, parce que c'est vrai, quand on est adolescent, on passe par plein de phases différentes. C'est vrai qu'on apprend à mentir pour voir l'effet que ça fait sur l'autre. On se ment aussi à soi-même dans la recherche d'identité. Est-ce qu'il faut arriver à trouver en fait cet équilibre, ce fil rouge entre le mensonge et la vérité, et arrêter peut-être de se dire
que le mensonge est en fait quelque chose d'horrible et catastrophique. Oui, tu sais, dans toutes les problématiques que j'aborde à travers les accompagnements, donc des entrepreneurs ou des entreprises que j'accompagne, en fait, on ne fait que délier des mensonges qu'on se raconte, en fait. On ne fait que délier ce type de mensonges. Et en fait, la motivation, pouvoir avancer vers nos objectifs, c'est retirer tous les mensonges qu'on peut se raconter. Je te donne récemment, j'accompagnais un entrepreneur qui était dans la difficulté. Et puis, cet entrepreneur, il me dit, mais Eric, tu sais pourquoi je vais faire chier tout le monde avec mes problèmes? On est tous dans la même galère. Ça, c'est un mensonge qui nous éloigne de notre propre vérité, de notre capacité à trouver des solutions et qui va nous enchaîner au mur de nos excuses. Dans cette crise à durée indéterminée, on n'est pas tous dans la même galère. Non. Il y a des gens qui naviguent à vue sur des rideaux de fortune, quand on a d'autres qui voyagent tout nus sur des yachts de fortune. Tu vois? Dans cette crise à durée indéterminée, tu as des gens qui naviguent protégés des flots sur des bons gros paquebots, pendant que d'autres rament et rament seuls à s'en niquer le dos. Considérer qu'on navigue tous sur le même bateau, c'est un mensonge qui nous éloigne de notre propre vérité. On n'est pas tous sur le même bateau, par contre, on partage tous le même océan. Un océan de vie, de richesse, de danger aussi parfois. Mais cet océan, il existe pour nous élever, pour nous apprendre à grandir. Mais si tu penses que les problèmes qui t'arrivent, les douleurs, les doutes, les fatigues auxquels tu fais face, c'est parce qu'ils deviennent trop grands, ils sont trop grands pour toi, bah, tu pourrais peut-être penser les choses de manière différente, faire un switch, regarder une perspective différente et te dire que c'est peut-être pas ce problème qui est trop grand, mais c'est toi qui es trop petit. Et là, tu vas commencer à regarder en toi cette face cachée, tu vas l'éclairer ta propre vérité pour te faire grandir, pour t'élever, et en faisant ça, et ben, petit à petit, ce problème va diminuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce serait la peur de grandir. Pourtant, on pourrait dire que quelque part, se mentir, c'est avoir peur ou d'évoluer, hein, peut-être pas spécialement de grandir, mais d'aller là où on devrait aller. Mais oui, c'est la peur de sortir de la zone de confort dans laquelle le mensonge nous endort. Tu sais, ce que je disais, et tu m'as déjà entendu le dire, c'est le mensonge nous plonge dans un sommeil dont la vérité nous réveille. Et c'est exactement ça. Le mensonge nous plonge dans un sommeil, il nous permet de rester dans une zone de confort, ça va nous éviter d'évoluer, ça va nous éviter de changer, de prendre des risques, de dépenser de l'énergie, de peut-être modifier une situation ou de continuer à faire plaisir à papa et maman, comme on l'a vu tout à l'heure, ou de faire plaisir aux autres, parce que je veux tellement faire plaisir aux autres que je continue à me mentir à moi-même. Tu sais, combien d'entre nous sont avocats, médecins, journalistes, militaires pour faire plaisir à papa ou à maman? Ouais. Il y a beaucoup de réveils qui sont difficiles. Et ces réveils, ça arrive des fois dans la crise de la quarantaine, on le connaît. Et des fois, ça passe par un burn-out. Parce qu'on s'est menti pendant des années à soi-même. On est passé dans une vie de mensonge. À propos justement de trahison, parce que c'est de la trahison à soi-même et aussi de la trahison aux autres, souvent le mensonge, quand on l'entend pas, quand on le dit nous, mais moi, si on me ment, eh bien, je me sens trahi, je me sens mal, je déteste qu'on me mente. Est-ce que ça cache aussi quelque chose de ma personnalité ou à une histoire? Est-ce que c'est ce que je me mens peut-être aussi à moi-même? Est-ce que ça éveille des choses comme ça? Quand on reçoit le mensonge comme une trahison, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça veut dire plusieurs choses. Ce que tu dis, c'est intéressant parce que la première chose que tu peux constater, c'est que si le mensonge des autres éveille en toi une forme de trahison et de colère et de frustration, imagine les mensonges que tu te dis à toi-même quand tu commences à en prendre conscience. Tu sais, le nombre de personnes, j'aurais pas dû agir comme ça, j'aurais pas dû lui dire ça. Ou quand on n'ose pas dire non. Tiens, ça, c'est quelque chose qui est révélateur, en fait, de mensonges qu'on peut se raconter à soi-même. Et ça, ne pas savoir dire non, c'est un vrai problème dans l'entreprise aujourd'hui. Okay? C'est-à-dire l'autorisation à dire non à son chef ou à dire non à son collaborateur, c'est quelque chose qu'on devrait permettre et rappeler dans toutes les entreprises. C'est une autorisation qu'on doit donner à toutes les autorités.
Ne pas Après, savoir... c'est pas que dans les entreprises, hein, Eric. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur de dire non à leurs compagnons, à leurs enfants. Je pense que Oui, c'est oui, assez général. Hein. oui, oui, on est, Est-ce on qu'ils vont est, savoir on est bien interrompre? d'accord. On est bien d'accord. C'est parce que j'ai beaucoup de références avec, Oui, avec oui, oui, je l'entreprise, sais que et tu c'est pour parles. ça. Mais tu as entièrement raison. Oui, oui, mais dire non à son compagnon, ne pas savoir exprimer ses besoins et dire oui aux besoins des autres. Donc évidemment, c'est une espèce de trahison. C'est une trahison envers soi-même, envers ce qui est important pour nous. Eh bien, imagine donc ce que tu ressens vis-à-vis des autres, ce que tu n'as pas envie que les autres te fassent. Combien de fois tu te l'es fait et combien de frustration ça a pu te donner. Et cette frustration, c'est de l'énergie négative, c'est de l'énergie qui va être pompée jusqu'à te mettre dans des états dépressifs. Tu disais que j'étais dépressif, alors je peux en parler évidemment, puisque j'aime pas les pop-corn. Mais tu vois, et donc ce sentiment de trahison, c'est normal, parce qu'on a envie d'une relation de confiance avec les autres. Donc cette relation de confiance ne peut pas se bâtir sur du mensonge. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Parce qu'on pense que la construction de la confiance ne peut se faire qu'à travers la vérité, et souvent on dit même la transparence. Mais tu sais quoi, la transparence? Je préfère le mot de lisibilité au mot transparence, parce que quand tu es dans la transparence, on ne te voit plus, par définition. Et le nombre de personnes qui ont du mal à trouver leur place, parce qu'on leur a imposé aussi cette injonction d'être transparent. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr que je vois. Et je me demande si le mensonge, en fait, ne nous apprendrait pas peut-être à devenir plus résilient et peut-être empathique. Qu'est-ce que tu en penses quand on commence à prendre conscience de cette notion de mensonge? Euh, Encore une fois, en fait, je trouve que la langue française finalement est assez pauvre parce qu'un mensonge, on voit bien que dans la discussion qu'on peut avoir, ça peut dire des dizaines de choses qui sont différentes, des choses qui sont positives et des choses qui sont négatives. Donc, quand on pose cette question du mensonge, il faudra à chaque fois dire de quel type de mensonge on parle. Est-ce que c'est des mensonges que je vais faire dans mon propre intérêt au détriment des autres, donc ces mensonges manipulatoires qui existent tout le temps, ou de ces mensonges et des mensonges qu'on se raconte. Donc, si tu voulais bien me reposer ta question en précisant un élément Alors, du peut-être mensonge. que ce sera plus précis si je dis, si j'accepte le mensonge de l'autre ou mon propre mensonge, c'est-à-dire qu'au moment où je l'accepte, au moment où je comprends son mécanisme, pourquoi il a et pourquoi le mensonge de l'autre me blesse, est-ce qu'au final, quand on a ces notions de compréhension, est-ce qu'on n'arrive pas à être plus proche de soi, plus proche de la résilience et plus proche de l'empathie? Oui. En fait, oui, plus proche de l'empathie, plus proche de la résilience et plus proche de ta capacité en fait, à être clairvoyant finalement. C'est ça, tout à fait. Parce que si tu penses que tu ne te mens jamais, et j'ai ces réponses quand je pose ces questions-là, quand la première question que j'ai posée, est-ce que vous êtes un menteur ou menteuse, il y a des gens qui vont te répondre non, je ne mens jamais. Okay. C'est un premier mensonge. Mais la personne n'en a pas forcément conscience, tu vois. Mais si tu prends conscience que le mensonge existe, que le mensonge et la vérité sont les deux faces d'une même pièce, et que cette vérité et ce mensonge permettent la construction de tout individu, ça veut dire que tu peux te poser en toutes circonstances la question de la personne, malgré l'autorité qu'elle peut représenter, autorité parentale, sanitaire, politique, journalistique, j'en sais rien, managériale. C'est pas parce qu'elle a cette forme d'autorité qu'elle me dit toute la vérité. Et donc, ton esprit critique va pouvoir se développer. Et tu vas pouvoir te dire et te poser cette question de est-ce que c'est plutôt un mensonge, c'est une vérité, sur quelle base je vais pouvoir juger la pertinence de ce qui m'est dit. Et tu vas pouvoir construire ton esprit, ta propre autocritique. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Parce que si tu as des doutes, tu vas faire quelque chose qui est éminemment important dans toute relation, tu vas poser une question. Tu vas oser poser une question. Et combien de personnes n'osent pas poser des questions? De peur d'avoir con, de se sentir ridicule, ou d'avoir pu supposer que la personne pouvait faire un mensonge, ou parce qu'on parle de mensonge, mais on peut parler de demi-mensonges. Tu sais, ces mensonges qui n'en sont pas, qui sont des choses qui ne sont pas dites, qui sont légèrement dissimulées. Mais en vérité, ça reste un mensonge. Mais bon, voilà. Donc en fait, plus j'ai conscience en fait de ma capacité à moi à mentir, et puis à l'assumer, ok. Ben, si j'ai envie de te dire que j'aime pas les pop-corn salés alors que je les aime, eh bien je fais ce que je veux. Oui, Tu tout à vois? fait.
C'est ta propre construction, c'est ta propre authenticité que tu peux construire à travers ça. Et l'authenticité, c'est la première marche pour retrouver confiance en soi. Est-ce que tu connais une seule personne, ou tu prends l'image d'un gamin, mettons, c'est plus facile. Un gamin qui désobéit, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou quelqu'un qui a confiance en lui? Oh, bah, je dirais peut-être qu'il essaie d'avoir confiance en lui et qu'il essaie de montrer de quoi il est capable. C'est ça. La désobéissance, alors, je ne parle pas de toutes les formes de désobéissance. Il y a des désobéissances qui ne sont pas bonnes, mais moi, je parle de cette désobéissance consciente. C'est une forme de confiance. C'est une première étape vers la confiance parce qu'elle t'amène à être plus authentique, à être plus indépendant dans ta capacité à juger ce qui t'entoure. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Oui, c'est très intéressant. Alors, on arrive presque à la fin de ce moment de partage. Et moi, j'aime bien terminer quand même sur du positif. Est-ce que tu as déjà menti consciemment, mais pour la bonne cause? Est-ce que tu auras envie de nous partager un mensonge positif? Ce que j'aime bien faire, alors c'est un truc, tant pis si mes gamins ils écoutent cette vidéo-là, mais souvent, en fait, tu vois, quand il y a... Par exemple, la dernière fois, donc on a un de nos enfants qui s'est bagarré à l'école. Il est au collège. Et en fait, il s'est bagarré, il s'est même pas bagarré, en fait, il s'est fait frapper carrément. Il n'a pas pu se défendre, le gars l'a attaqué dans le dos, et alors que lui défendait, bref, il défendait une fille qui avait été insultée, et le mec qui avait insulté cette fille-là l'a chopé dans le dos, l'a mis par terre, et il s'est pris une patate. Donc évidemment, sa mère, en fait, me raconte ça au retour de l'école, le gamin est pas encore là, il est en train de jouer dans sa chambre. Donc elle me raconte l'histoire, etc. Je dis, bon, ben, écoute, je vais parler au gamin. La première chose que je fais au gamin, c'est je lui demande s'il a passé une bonne journée à l'école. Je lui ai pas parlé de ce que sa mère avait raconté. C'est ça. Il me dit, ah, bah, je me suis battu. Il me dit, ah bon, tu t'es battu, est-ce que tu veux bien me raconter? Ok? Ça, je lui ai pas dit que sa mère m'avait raconté. C'est une forme de mensonge où je veux faire en sorte que le gamin ne sait pas que je sais déjà. Non, c'est comme ça. Tu ouvres le dialogue, en fait. Tu lui permets en fait, pour ouvrir le dialogue. Ok? C'est une forme de... Ça s'appelle un peu du leadership. Si tu veux écouter, la première étape du leadership, tu écoutes, ça veut dire que tu dois faire... Tu fais comprendre à l'autre que ce qui est important, ce qu'il a à te dire, quand bien même tu sais déjà ce qu'il va te dire. Et tu sais, dans une relation, par exemple, dans une relation de couple, le nombre de fois où on se coupe la parole parce qu'on sait déjà ce que la personne va dire, ou on présume ce que la personne va dire. Ok? C'est une forme de mensonge positif que de se dire « je sais ». Mais je ne vais pas aller trop vite et je vais te poser la question parce que j'ai envie que tu m'expliques. Tu vois? Ouais. Voilà en fait une forme de mensonge positif qui est arrivée assez récemment. Merci beaucoup et je trouve ça très intéressant. C'est vrai que des fois, il est important de ne pas dire les choses pour permettre en tout cas l'ouverture au dialogue et ne pas toujours imposer de dire « moi je sais ». Écoute Eric, as-tu encore envie de nous partager quelque chose que tu aurais envie de nous dire, que tu n'aurais pas eu l'occasion de nous dire par rapport au mensonge et la vérité, échec ou réussite? Non, vraiment se dire et réhabiliter cette compétence de la désobéissance consciente et de se demander, si on devait terminer maintenant, c'est par se poser une question. J'aime bien les questions, c'est les questions qui nous font avancer, qui nous font réfléchir. C'est de quoi as-tu besoin de désobéir? À quoi tu as besoin de désobéir aujourd'hui en pleine conscience pour t'aider à avancer et à devenir la personne que tu as envie de devenir? Parce qu'on doit prendre conscience que la personne que l'on est aujourd'hui est moins la personne que l'on a été que la personne qu'on a envie de devenir. Et ça, c'est quelque chose d'important. À quoi tu as besoin de désobéir aujourd'hui pour être la personne que tu as envie de devenir? Très, très intéressant et surtout, n'hésitez pas à nous offrir vos réponses. Elle m'intéresserait fortement. De quoi a-t-on besoin pour désobéir maintenant, pour devenir, c'est ça, devenir, que je ne me trompe pas? À quoi tu as besoin de désobéir pour devenir la personne que tu désires être? Écoute, merci beaucoup Eric. Je dirais que parfois le mensonge est un échec, mais aussi une réussite.
On ment par amour, par manque de courage, on ment pour sauver, il est altruiste parfois. Le mensonge est une réalité pour les uns, un mensonge, un oubli pour les autres. Il permet de créer une autre réalité parfois. Et quand le mensonge sauve, protège ou crée la surprise, alors souvenons-nous qu'il y a des contextes où le mensonge est parfois héroïque. Représentons ce que nous voulons être et quelle est l'intention que nous souhaitons nous offrir et offrir aux autres. Le mensonge est à la fois l'ange et le démon de notre cœur et de notre âme. La vérité nous éveille et le mensonge nous endort. N'ayons plus peur de grandir, devenons visibles et désobéissants conscients. Et rappelons-nous cette question, de quoi avons-nous besoin dans la désobéissance consciente maintenant pour devenir qui on est. Et je te remercie parce que j'ai passé un super moment avec plein de belles choses, plein de petites pépites que tu nous as offertes. Et je te remercie d'avoir pris du temps pour nous partager ton expérience. C'était un grand plaisir, Anne, et j'espère que ça donnera de la valeur à tous tes auditeurs. Merci beaucoup, Eric. À bientôt et surtout, n'hésitez pas à aller visiter son site et sa chaîne YouTube, Eric Chabot. Au revoir, à bientôt.